Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez quelque chose avec la sono là? Et là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux. Mes bien chers frères. Donc, on va essayer de parler de quelques notions. Je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude. Normalement, j'ai la version du dialogue marocain, c'est-à-dire le monologue. Et là, on va essayer de réfléchir sur des petits sujets. Et vous aurez la parole pour une fois. Donc, vous pourrez poser vos questions. Les cas personnels, on verra après si on a le temps. Mais pour l'instant, ça sera des questions si vous ne comprenez pas exactement de quoi je parle. Donc, pour essayer de comprendre, déjà, il faut comprendre cette notion très importante. C'est qu'un couple, c'est fait de deux personnes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le remarquer. Deux personnes, ça veut dire deux personnalités, deux approches, deux sensibilités, deux compréhensions, deux bonnes volontés et aussi deux Yetzirara. Il faut en tenir compte. On épouse aussi le Yetzirara de la personne. D'ailleurs, le maire vous l'a dit, quand vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a aussi ça. Et quand on est dans cette logique-là et qu'on accepte la différence, donc on a compris qu'en vérité, le mariage, ça va être exactement comme en français, quand on dit marier des couleurs. Par exemple, vous prenez du bleu et du jaune, vous le mélangez, ça fait quelle couleur? Bon, je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je reprends pour les malentendants. Donc, si je prends un pot de couleur bleue et un pot de couleur jaune et je les mélange, ça fait du laïnara. Ouais. Donc, en fait, c'est faux. En fait, ça fait du khlalala. Pour faire du vert, il faut bien mélanger. Et quand est-ce que le vert il apparaît? Quand le bleu et le jaune ont disparu. Vous avez compris que le bleu et le jaune, c'est l'homme et la femme, et que le vert, c'est le couple. Et comme dit Ben Chetri dans ses conférences, pour créer un amour commun, il faut éliminer deux amours propres. Question à 2 millions d'euros. Est-ce que tu es prêt à mourir pour que ton couple y vive? Si vous allez dire non mais c'est pas ça la vie, l'abnégation, les sacrifices, ça c'est ma mère, elle s'est pendue. Non. Non. On parle de quoi? On parle de tuer son Yetzirara, de tuer son orgueil, de tuer sa bêtise, de tuer sa psychorigidité. Arrêtez de confondre l'obstination avec la personnalité. Arrêtez de croire que c'est toujours l'autre qui a tort. Arrêtez de croire que c'est toujours à cause de l'autre. Arrêtez de faire des transferts de culpabilité, de responsabilité. En fait, devenir des adultes. Alors, comment on sait qu'on est marié? C'est pas parce qu'on dort dans le même lit, on fait des bébés, on s'est marié le même jour. Mes parents aussi se sont mariés le même jour. Aucune réaction. Bon, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, je suis limite déçu, mais bon, c'est pas moi. On dit chacun mérite son public. Oula, ça attaque dur. Moi, il paraît que les Strasbourgeois ne sont pas susceptibles. Donc, j'ai failli dire sarcellois. Comme quoi. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de... Quand est-ce qu'on sait qu'on est marié? C'est quand on change pour l'autre. Parce qu'effectivement, le jaune, il a disparu dans le vert. Ouais, et le bleu, il a disparu. Ça qu'Hachem, il fait qu'on se marie différent. Ouais. Les gens n'est pas du même sexe. Aujourd'hui, il faut préciser, c'est important. Ouais. On n'est pas de la même origine, on n'est pas de la même famille, on n'est pas frères et sœurs. On n'est pas maman et fils. Vous savez que c'est interdit d'épouser sa mère. Vous savez ça, non? Je ne connais pas votre niveau de connaissance de la Torah, mais vous savez qu'il est interdit d'épouser sa mère. Oui, non? Bon, alors arrête de lui dire cuisine comme ma mère. Ça ne sert à rien, puisqu'elle n'est pas ta mère. Ouais. Et vous, arrêtez de lui dire va chez ta mère, puisque c'est la seule que tu apprécies. D'accord? Il y a déjà des cas particuliers qui se révèlent. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, nous sommes différents. Et le travail, en vérité, ça va être de s'adapter à l'autre. C'est ça le shalom. Ça veut dire que tu sais que tu es marié quand tu changes pour l'autre. Tu sais que tu es parent quand tu changes pour tes enfants. Tu sais que tu es religieux quand tu changes pour Dieu. Si tu ne changes pas, tu es un monolithique, tu es une pierre, tu es un breton. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas marié. Alors moi, je vous parle de ma petite expérience de quelques 35 000 couples. Donc j'ai un petit regesh. Ouais, je vois des gens, je leur parle, je les écoute.
je les comprends, j'anticipe sur leurs réactions, je leur fais un scanner intérieur, parce que c'est le fruit d'une expérience. Et tout ce que je vous dis maintenant, c'est que des yesodot, même si c'est détendu, convivial. Mais en vérité, il faudra réécouter ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est un grand yesod. Donc le premier yesod, c'est ça. C'est que le mariage, c'est de changer pour l'autre. Deuxième yesod, très 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 important, c'est que 1 plus 1 égale 2. Mais le projet, c'est que 1 plus 1 égale 1. Maintenant, impossible d'arriver à faire 1 plus 1 égale 1 si on n'a pas accepté que 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire, je dois accepter ta différence. Ouais, je dois te respecter. Je dois même te pousser à être toi-même. Mais malgré ça, on va réussir à faire 1. Parce qu'ils disent, les philosophes, que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc vous avez compris que le contraire de l'intelligence, la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, moi, j'écoute des milliers de personnes. Oui, mais elle n'est pas pareille, elle est différente, et puis lui, il ne comprend rien, puis c'est pas ça que je pensais, et puis il n'est pas comme je voulais, il n'est pas comme... Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Vous croyez en Dieu? Donc je l'ai dit 1 million de fois, mais je le répète. La croyance, c'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, de se couvrir la tête. Ça, c'est évident puisque vous êtes juif. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui sont incompatibles. D'abord, ils sont 2 compatibles, d'accord? Mais l'incompatibilité, si le travail n'est pas fait, alors personne n'est compatible. C'est ça l'intelligence. C'est la capacité de s'adapter. Tu vas t'adapter. Moi, tous les soirs, j'ai un public différent. Donc, tous les soirs, je dois m'adapter. D'accord? Donc, je vais parler ici. Et demain, je vais parler à Lyon. Et après, je vais parler à Nice. Et après, je vais parler à des jeunes. Et après, à des vieux. Et après, à des froums. Après, à des frailles. Tu es obligé de t'adapter. Tu parles à un enfant de 6 ans. Et puis après, tu parles à ton gosse de 18 ans. Tu es obligé de t'adapter. Donc, ça veut dire qu'en vérité, l'effort d'adaptation, qu'on a appelé dans la première partie le changement, c'est ça qui est le ciment de notre couple. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand je crois que je dois me rabaisser, que je dois m'annihiler, en vérité c'est le contraire. Comme la farine, elle s'annule à l'eau, et l'eau elle s'annule à la farine, ça fait de la pâte. Il n'y en a aucun des deux qui est complexé, il n'y en a aucun des deux qui est vexé, il n'y en a aucun des deux qui est mal à l'aise, parce qu'ils ont un projet commun qui s'appelle la pâte, et là il y a un projet commun qui s'appelle le couple. Quand on a un projet commun, il n'y a pas de problème. Tout est facile. Vous savez, moi j'ai été marié 40 ans avec une femme extraordinaire. 40 ans de bonheur. Les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est dans les films. Et effectivement, quand on regarde des films, après, on a l'impression que la réalité, elle est virtuelle. Mais quand on a beaucoup travaillé, moi, toute mon expérience, on dit, ouais, le spécialiste du couple et tout, mais moi, j'ai fait aucune formation, j'ai jamais lu un bouquin, j'ai pas fait des études de psycho, de médiateur de couple, de coach, mais c'est mon couple qui m'a formé, parce qu'on a travaillé. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, il doit devenir un spécialiste de son couple. Et ça demande de la pratique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez à l'échange, plus vous allez à la confrontation, plus vous allez au dialogue, plus vous allez dépasser vos nerfs, vos stress, votre orgueil, ouais, et plus vous allez construire. Encore une fois, plus que le couple, c'est le mélange, c'est le changement, et que le changement, c'est une métamorphose qui vient de la confrontation. Donc normalement, écoutez bien ce que je vous dis, quand on aime, toute la difficulté de la confrontation disparaît. Comme le mec, il aime le travail, il ne sent pas la fatigue. L'autre, il aime la Torah, il ne sent pas les contraintes de la religion. L'autre, il aime ses enfants, et il ne se dit pas, il faut changer des couches, il a son caractère, il les aime. S'il ne les aime pas, ça va être compliqué. Il y en a eux-mêmes, ils ne s'aiment pas, donc ils ne se supportent pas. Quand tu aimes quelqu'un, et encore une fois, ce n'est pas la notion goy de l'amour, que genre j'ai des sentiments, j'ai des papillons. Non, ça ne veut rien dire, parce que quand tu te maries, tu ne connais pas la personne, donc tu aimes qui? Je dis oui, mais on n'était pas religion,
on a vécu longtemps ensemble, mais non, on a même eu des relations, mais non, ça c'est deux animaux qui ont vécu dans la même cage. Après la choupa, avec la Kedusha et avec le Yetzer Hara, si vous arrivez à sublimer votre désir de foutre la pagaille, ça commence à s'appeler de l'amour. Vous suivez ou non? Parce qu'il y a de la gabrout. Il faut faire l'effort. Or, la phrase, elle est très simple. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un deuil en psychologie, on va le faire ensemble en une phrase. Écoutez bien. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Maintenant, Gibor, des gens, les Chachamim, ils ont fait un rapport entre Gibor et le fait de maîtriser son Yetzer Hara. Donc on va aller très vite parce que vous êtes des gens intelligents. Gibor, ça vient de Gever. Gever, c'est un adulte. Donc, c'est la personne mature. Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Donc, ça veut dire que celui qui ne maîtrise pas son Yetzer Hara, il est immature. Ça va toujours. Donc, ça veut dire que le Yetzer Hara, en réalité, c'est une proposition de faire l'enfant, alors que la Gvura, c'est de faire l'adulte. Maintenant, chacun, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons un enfant, un adulte. Des fois, tu as envie de faire l'enfant. Eh ben oui, eh ben je suis comme ça, eh ben je ne changerai pas. Et puis ça me saoule, et puis j'ai des nerfs. Eh ben t'as qu'à y aller seul chez ta mère. Ouais, et c'est pas bon. Et puis tu m'as fait de la peine, et je suis vexé, et j'attends ta mehila, et je te préviens, je te parle plus jusqu'au prochain mikvé. Mais je suis enceinte, je te parle plus jusqu'au prochain mikvé. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix, en fait, d'être un enfant. Le choix d'être un CON, on l'aura toujours. Mais d'être Raham, ça prend de la maturité, ça prend de l'exercice, ça prend de la remise en cause. Je vous donne un truc. Il faut être capable, dans un conflit, de s'excuser envers l'autre quand tu as raison. Alors les gens disent, non, Rav, je crois qu'il y a une petite erreur, peut-être un lapsus. Vous voulez dire qu'il faut s'excuser quand on a tort. C'est déjà pas mal. Il y en a qui ne s'excusent jamais. Ouais. Certaines régions du Maghreb très connues. Ouais. Et Marx, il pense que c'est une forme de faiblesse qui est vraie chez les ânes, d'accord, mais chez les hommes, ça s'appelle la Gavot. Bon. Donc maintenant, quand quelqu'un, il va s'excuser, oui, il est capable de s'excuser quand il a raison. Il sait qu'il a raison. Le Rav a dit qu'il a raison. L'avocat a dit qu'il a raison. La halakha, elle a dit qu'il a raison. Et il va chez l'autre, il dit, mon amour, je m'excuse. Encore une fois, tous les malentendants, ils vont dire, non mais Rav, c'est pas moi de m'excuser, puisque j'ai raison. Donc c'est à l'autre de s'excuser. Ça va? Oui, non? Maintenant, raison, c'est quoi? Il y a deux choses dedans. Raison, il y a le émet. Et raison, il y a raisonnable. Ça va? La raison, dans la Torah, on l'appelle le da'at. Le da'at, à votre avis, il est conditionné par la vérité ou par le shalom? C'est que quand tu t'excuses quand tu as raison, ça veut dire que le shalom, il est plus important que la vérité. Maintenant, l'autre, elle ou lui, il sait au fond s'il a raison ou s'il a tort. Ouais. Et il a quand même vu que tu t'es excusé. Parce que c'est une madriga. C'est pas simplement que tu as dit ok, tu as raison. Tu as dit je m'excuse. C'est-à-dire que tu as atteint un niveau supérieur d'annulation au shalom. Ça veut dire que le shalom, c'est plus important que la vérité. D'ailleurs, on voit que le nom d'Hachem c'est Emet, le nom d'Hachem c'est Shalom, et Hachem il a effacé son nom pour le Shalom. Donc la logique c'est quoi? C'est que, encore une fois, si vous croyez en Dieu, et que Akadosh Baruch Hu il est Mezavek Zivugim, et il vous a fait rencontrer la personne que vous avez besoin de rencontrer. Maintenant on vient tous dans le monde avec des manques. Comment il s'appelle le manque en hébreu? Chaser. Comment on appelle la dégénérescence du manque? Chasra. La chasra, l'angoisse, c'est la dégénérescence du manque. Parce que le Yetzirah, il s'appelle chaser,
Et la Gemara elle dit le Yetzirah ne s'attaque qu'à celui qui est triste. Donc, celui où là. Donc ça veut dire que quand moi je vais accepter mes manques, et Chasser c'est le contraire de Shalem, et Shalem c'est Shalom. Donc en fait c'est quoi le Shalom? Le Shalom c'est de connaître assez ses manques pour comprendre que l'autre, il me permet de combler mes manques. Maintenant, il y a deux genres de manques. Il y a des manques qui sont des besoins qu'il faut combler, mais il y a des manques qui sont des inaptitudes, des erreurs, des mauvaises midotes qu'il va falloir travailler. Vous savez pourquoi une femme c'est tellement énervant? Vous savez ou non? Pourquoi un mari c'est tellement énervant? Parce qu'il n'y a pas plus énervant que des adolescents. Or, on sait qu'un homme, il a deux crises dans sa vie. C'est deux périodes, 14-18 et 39-45. Maintenant, pour avoir les nerfs de supporter les lourdeurs de nos adolescents, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? C'est que l'adolescent, il va commencer sa crise à 14 ans. Tu as 14 ans de Shalom Bayit pour travailler tes nerfs. Vous me suivez ou non? Parce qu'il y aura des erreurs, il y aura des quiproquos, il y aura des malentendus, il y aura des nerfs, il y aura des stress, il y aura des tentations de se venger, il y aura de la rancune, il y aura des malaises, il y aura des vexations, il y aura des mots méchants. Ouais. Vous allez survivre ou non? Donc quand tu es sauvel, c'est-à-dire que ta patience, elle est plus forte que ton énervement, en vérité, tu es en train de te muscler pour assumer les énervements de tes enfants, qui seront extraordinaires, puisque l'enfant, il a une siyata d'Ishmaïa, ou une siyata du Satan, de faire exactement ce que tu ne veux pas. Donc le fils de religieux, d'un seul coup, laisse-moi tranquille avec la religion, je veux aller à la plage mixte, comme papy, lui qui passe rouga, après il veut faire, je sais pas moi, il veut s'habiller en Zara, c'est une forme de Avoda Zara, une coupe de cheveux un peu bizarre, il veut sortir le soir, il veut très 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 vite un smartphone, toi tu vas devenir fou. Attends, le gars, le Reder, le Baba, le Tashbar, le Échelle, vous avez compris ou non? Parce que tu es religieux, il va taper de ce côté-là. L'autre, le contraire, il a éduqué ses enfants, voir le laïc, à Oberschaber, un village à côté de Strasbourg. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de cache-route, il n'y a rien. Il leur a donné du lait pachamour exprès. Ouais, pour Shabbat, ils allument un feu de bois. Tu ne vois pas que le gosse se malade mental? Un matin, il se lève, il va chercher des livres à la bibliothèque, il prend contact avec le Bet Chabad. Toi, tu ne sais même pas ce que c'est, tu dis Chabad Alazman. Ouais. Et d'un seul coup, il se laisse pousser la barbe, il s'achète un béret, il étudie le Talmud, et il fait la révolution. Tout le monde l'appelle Che Guevara. Vous avez connu Che Guevara, non? Maintenant, moi j'ai vu ça, des parents qui viennent chez moi, pas laïque, laïque. Il me dit, écoutez, Rabbi Chetrit, je pense que nous allons faire interner notre fils. Il se lève la nuit, il fait du Talmud en français, il veut plus voir sa sœur en maillot de bain, il veut plus aller à la plage, il mange plus la cuisine de sa mère, il étudie toute la journée. Je dis, alors, vous voulez quoi? Elle me dit, je veux le faire interner, je pense qu'il a un délire mystique. Je dis, mais madame, moi je prie toute la journée pour que mes enfants ils se lèvent la nuit pour faire de la Gemara. Et vous, vous voulez l'interner? Ça veut dire quoi? Le Fray, son fils il fait Teshuva, le Froum, son fils il peint un câble. Pourquoi? Le Yetzirara, non, le manque de chacun. Vous me suivez ou non? Parce que toi, en tant que père et en tant que mère, tu dois faire passer une Torah d'amour. Mais c'est dur. Pourquoi? Parce que déjà, tu as pris sur toi, tu t'es forcé. Mais l'enfant, il ne reçoit pas ce que tu dis, il reçoit ce que tu ressens. Donc tu as 14 ans pour aimer tellement la Torah que même dans les difficultés, tu kiffes. Alors l'enfant, il trouve ça normal.
Comme un papa qui me dit, Ramène Chetri, j'ai un problème, mon fils ne prie pas. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, on va à la synagogue, et je vois mon fils, il prie pas. Je dis, mais comment tu sais, puisque tu es en train de prier? Il m'a dit, ben, je suis responsable, je le vois. Je dis, mais si tu le vois, lui aussi il te voit. Il m'a dit, oui. Donc quand il lève la tête, il voit que tu ne pries pas. Donc il ne prie pas. Il dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu pries, c'est une synagogue. Tu vas, tu pries. La première fois, il lève la tête, il doit prier. La deuxième fois, il doit prier. La troisième fois, il va prier. À la fin, il dit, ben, la synagogue, c'est pour prier. Vous avez compris ou non? Bon, ça a l'air débile. Tu fais les brachot avec la kavana. Qu'est-ce qu'il a vu, l'enfant? Il y a de la sérénité, de l'amour et de la compréhension et du likavzurut à la maison. Qu'est-ce qu'il a vu, l'enfant? Mais alors, ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est pas seulement qu'il y a une ambiance dans la maison, c'est que toute la force qu'ils auront, les enfants, de traverser la tempête de la vie, c'est la capitalisation qu'ils ont fait quand ils étaient enfants dans ton foyer à toi. Donc, tu as compris que le travail que tu fais sur toi, il t'aide au niveau de ton couple, et le travail qu'on fait au niveau du couple, il aide au niveau des enfants. La preuve, c'est que les gens, ils viennent, écoutez, j'ai un ado qui pète un câble, il prend des vitamines illégales, il s'est fixé une ligne et il y aspire sous prétexte qu'elle est blanche. Enfin, moi, j'ai tout. Je dis, bon, vous avez des problèmes d'éducation? Il m'a dit, oui. À part ça, vous avez des problèmes de couple? Ah bon, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il faut être rigoureux. Elle laisse tout passer. Ok, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de communion, il n'y a pas... Ouais. Et à part ça, au niveau personnel, bah, écoutez, je ne suis pas bien. Bon, je préfère ne pas... Bon, il y a des sujets, je préfère qu'on les aborde pas, les gays, pas tous. Oui, donc je vois, vous avez des problèmes personnels et des problèmes de couple et des problèmes d'éducation. Ce qu'on appelle un chantier. Pour pas dire une demeure de high level. Ouais. Mais la Torah, elle a étalé les paiements et toi, tu cumules les dettes. Donc si vous êtes malin, ouais, donc vous avez compris que le principal, c'est le travail. Au niveau personnel, tu travailles tes midotes. Au niveau du couple, tu travailles le couple. Au niveau de l'enfant, tu travailles l'enfant. Il faut travailler. Donc faites-moi plaisir, arrêtez de rêver. Parce que j'ai dit oui, mais on a changé les misotes, arrêtez de rêver. Mais ils sont à l'école juive, arrêtez de rêver. Ouais, oui, mais moi je suis un homme de boulot, c'est pas mon truc l'éducation, arrêtez de rêver. Oui, mais ma femme, elle a tout ce qu'il lui faut, il lui manque le mari. Arrêtez de rêver. Sachez que s'il y a des substituts de crevettes, il y a des substituts de mari. Et c'est connu, quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Donc fais ton rôle. Toi aussi, la femme, fais ce que tu as à faire. Non, moi je suis occupé, ça y est, j'ai accouché 3 fois, c'est terminé. Il peut pas sortir avec toi dans un mariage avec Cléopâtre et le lendemain en rentrant à la maison avec la momie. C'est pas possible. 2 heures de ravalement, de maquillage, tu sors une star, même lui il te reconnaît pas, il dit bon, vous êtes qui madame? Mais enfin Maurice, ah ouais. Lendemain démaquillage, Laura Leno, Simsi Leno, où elle est partie Mchifra là, c'est une réincarnation, ouais. Ça veut dire quoi? Faut pas exagérer dans le maquillage. Et faut pas non plus que quand il rentre tous les soirs, il y a la mère de nid qui l'attend. Mais en vérité, c'est une question de respect. Moi, ma femme, Zichron Lebracha, toujours impeccable, toujours nickel, toujours maquillée, arrangée, coordonnée, coiffée, le petit bijou, le petit truc, toujours un repas chaud, toujours les khatrilas, toujours, ça n'existe pas. Pas de soupir, pas de faire la gueule, pas de se plaindre, pas de râler, pas d'être négatif. Il n'y a pas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ouais. Le droit d'être amar n'est pas un privilège. C'est même pas une option. Tu es obligé d'être bon. Maintenant, si tu es bon et très bon, donc l'autre, il est comblé, elle est comblée. S'ils sont comblés les deux, les enfants, ils vivent dans une ambiance extraordinaire. Et après, c'est facile l'éducation. C'est vrai, au début de la première année de mariage, ma femme, comme ça, gentille, elle me dit, Ria, t'es pas très cadeau. Non, je viens pas de cette ville du Maroc que vous imaginez. Bon. Elle me dit, t'es pas très cadeau. C'est cadeau d'anniversaire, cadeau de la première rencontre,
cadeau de la naissance, cadeau... Bon, cadeau de naissance, c'est normal. Cadeau avant les fêtes, c'est normal. Mais stable comme ça dans l'année, il n'y a pas de cadeau. Elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas de cadeau? Écoutez la réponse. Alors, ça peut être apprécié de manière différente. Je lui dis, mais chérie, c'est moi le cadeau. Je lui dis, moi, je me suis engagé. Ariad Mekoudé Chetli, je serai toujours souriant, je serai toujours positif. Je ne vais jamais aller contre toi. Tout ce que tu veux, je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais t'apporter. Je vais te respecter à 100%. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Tu sais que tu peux compter jour et nuit sur moi. Tu peux parler, tu peux truquer, tu peux me demander dans ma mission de Zikouya Rabim d'arrêter demain, j'arrête tout. 20 000, 30 000 élèves, j'arrête tout si tu me dis arrête. Tout ce que je vais faire, toute ma vie, je vais la faire pour toi. C'est un cadeau. Les gens en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le mshem toute l'année et à la fin, ils offrent un cadeau. Pour racheter en vérité la lourdeur de l'année. Là, il n'y a pas de cadeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de tmoura. Il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas. Il y a du lechatrila. On peut faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Et ça, c'est la logique du travail. Donc si vous avez intégré que chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. La mitzvah du Kriyat Shema, c'est de lire vite. Non, la mitzvah du Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Parce que le Yetzer Hara, c'est de lire vite. La mitzvah de la Hamida, c'est la kavana, c'est de se concentrer. Parce que justement, le Yetzer Hara, c'est de penser à autre chose. Ben, la mitzvah du couple, écoutez bien, hein, faites bien pénétrer ça dans la tête. La mitzvah du couple, c'est de faire un. Donc le Yetzer Hara, c'est de faire deux. Maintenant, étant donné que le Yetzer Hara, c'est le Essiadat, donc c'est la perte de conscience, donc c'est l'irrationnel, donc le Yetzer Hara de faire deux, il va être irrationnel. On ne se comprend pas. Toi, tu as 60 000 amis sur Facebook, toi, tu en as 80 000, les deux, on ne se parle pas. On ne parle pas la même langue. Tu dis un truc, je comprends le contraire. Tu fais de la mauvaise volonté, je te dis, tu fais genre. Tu fais de la mauvaise volonté, je te dis, ah voilà ton vrai caractère. Donc on doit faire un dans la tête. Ensuite, on doit faire un dans le cœur. Ensuite, on doit faire un dans le corps. Alors sachez que l'harmonie au niveau intime, elle vient de l'harmonie au niveau sentimental, qui est elle-même le fruit de l'harmonie au niveau intellectuel. On se comprend, on se ressent, on concrétise dans le lit. Mais si on ne se comprend pas et on ne se ressent pas, question à 2 millions d'euros, avec qui tu dors? Alors il y a des gens qui me disent, non mais Rav Ben Chetrit, nous, on règle le problème sur l'oreiller. Je dis, mais il fallait épuiser l'oreiller. Beaucoup moins contraignant. Les gens, la sexualité, ça peut tout régler. Pas du tout. Tu verras que les frustrés de la sexualité, c'est des gens qui sont frustrés aussi de la communication. Parce que communication, communiquer, communiquer comme un, comme un. Un, valeur numérique, en hébreu, Echad, valeur numérique 13, la même que Ahava. Donc aimer, c'est faire un. Maintenant tu dis, nous on fait deux, mais on s'aime. Nous on ne se comprend pas, mais on s'aime. Nous on n'est pas d'accord, mais on s'aime. Non, ça s'appelle supporter en français. Maintenant la question elle est le temps de longévité de la capacité à supporter. Et ça c'est un vrai problème. Est-ce que tu portes ou est-ce que tu supportes? Quand tu supportes, c'est que tu te forces. Un jour, tu vas craquer. Quand tu portes, c'est que tu mets la bonne volonté. Il n'y a pas de limite. C'est illimité, parce que la volonté vient de la Neshama. Donc, tu portes la religion, c'est facile. Tu portes ton travail, c'est facile. Tu portes ton corps, c'est facile. Tu portes l'autre, c'est facile. Tout ce que tu portes est facile. Parce qu'en vérité, c'est la projection de la volonté, et la volonté, elle est infinie. Par contre, quand tu ne portes pas, parce que ça te saoule, parce que tu n'as pas les nerfs, parce que chacun son tour, ouais, parce que qui a dit que je suis obligé? Donc quand tu ne portes pas, tu supportes. Et dès que tu supportes, oui, c'est comme quand tu mets l'eau sur la farine, on allume le chronomètre parce que ça va bientôt devenir Hametz. Ça va?
Bon. Moi, la vérité, je peux parler d'une semaine. Mais vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez des questions sur ce que je viens de dire, que vous auriez besoin d'éclaircissement? Vous voudriez une malédiction pour un des deux? C'est bon? Je continue? Levez la main, c'est ceux qui prient pour que je m'étouffe. Vous pouvez? Une question? Oui? Mais à voix haute, hein. Quand quelqu'un, on a dit que on peut d'abord se construire, faut d'abord mettre sa personnalité en avant pour après faire une annulation. Faut mettre quoi en avant? On a dit, pour qu'il y ait 1 plus 1 égale 1, il faut d'abord 1 plus 1 égale 2. Ouais, il faut accepter la différence de l'autre. D'abord, il faut accepter la différence de l'autre. Ouais. Il faut aussi que l'autre, Ouais. il montre sa personnalité. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que l'autre, déjà, il apprenne à accepter l'autre avant le mariage? Ouais. Après le mariage, il montre déjà sa personnalité pendant une certaine période avant de commencer à s'annuler. Non, mais les deux vont ensemble. Vous avez entendu la question ou non? Alors, je vous donne un secret. Quand l'IE de Sarah vous empêche d'écouter, c'est que vous êtes concerné. Et concerné, ça peut être très mal vécu, surtout si vous l'écrivez en 2 mots. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, les deux viennent en même temps. C'est-à-dire que quand on est dans la bonne volonté, ouais, alors en même temps, on va évoluer personnellement. En même temps, on va respecter. Et respecter, c'est de donner à l'autre le droit d'évoluer. Parce que, vous voyez, par exemple, moi, je vous parle de moi, pas parce que je suis une star, mais parce que je sais de qui je parle. Vous voyez, je suis un spécialiste mondial de la communication. Mais avec ma femme, ça m'a pris 2 ans. C'est énorme, 2 ans. Je mets 17 secondes pour préparer une conférence qu'un Talmid Racham, il a mal à la tête pendant 1 semaine. Ouais. Donc 2 ans, c'est long. 1/4 d'heure, un curé, je le rends rabbin. C'est long. 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver la longueur d'onde, la manière de parler, le rythme de parole, les circonstances, quand est-ce qu'on parle. Quand tu vois que l'autre, elle ne comprend pas, de ne pas insister, d'accord, de mettre en situation, le dosage, 98% de compliments, 2% de remise en cause. Alors que quand tu es cartésien, tu vas direct cash, tu dis voilà, c'est ça ce qui se passe, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais l'autre, c'est comme une corde, plus tu tires sur les côtés, plus elle serre, moins tu peux parler. Maintenant tu dis oui, mais je t'aime, oui, tu m'aimes, mais tu me fais chier. 2 ans. 2 ans pour trouver la bonne manière, les bons mots, d'accord? Mais d'un autre côté, ces 2 ans-là, ils ont permis, encore une fois, au niveau personnel, de faire un travail énorme de patience, de gabroute, de remise en cause, de chercher ce qu'il faut pas, la bonne manière, le bon moment, les cadeaux, la gentillesse, la douceur, l'espace que tu laisses à l'autre pour exister, de ne pas lui imposer. Ouais. Donc, en même temps, tu fais un travail personnel des midotes, et en même temps, tu donnes à l'autre l'occasion. Maintenant, évidemment, il y a une seule chose qui est nécessaire. C'est que les deux soient dans un esprit de bonne volonté. Vous savez ou non? Parce que s'il y en a, vous savez, vous connaissez l'histoire célèbre, il y avait 2 fous qui étaient en Corse en plein été sur un tandem, un vélo à 2 places. Ils ont pédalé, ils sont arrivés en haut de la côte, en sueur, 42 degrés à l'ombre, ils sont écroulés de fatigue, les deux au bord de la crise cardiaque, de fatigue. Au bout d'un quart d'heure, quand ils ont retrouvé le souffle, il y en a un, il a dit « Heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. » Et le deuxième, il a dit « Heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. » Bon, la vérité, j'ai jamais compris pourquoi cette blague fait rigoler. Parce que dans tous les couples, il y en a toujours un qui pédale et un qui freine. Dans les communautés, il y en a toujours une partie qui veut faire avancer la communauté, une partie qui veut reculer. Dans les entreprises, il y en a toujours 2 qui font 70% du chiffre d'affaires et les autres jaloux qui râlent comment ça se fait qu'ils prennent des primes alors que nous, on prend des déprimes. Donc même à l'intérieur de toi, tu en as un qui pédale et un qui freine. Un qui dit allez, je m'inscris à la salle de sport et au bout d'une semaine, ah, j'ai mal partout. Allez, on fait tes chouvas cette année, c'est Rosh Hashanah, c'est normal, tu as peur de mourir. Bon. Et une semaine après, ouais, mais c'est pas évident, écoute, bon, j'ai trouvé un club échangiste de juifs, ouais. Bah, si déjà on fait dans le glat, d'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est ambivalent. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire le travail en même temps du travail personnel et du travail de couple. Maintenant, je vous donne un secret, parce que vous avez pris le forfait limité. Dans tout ce qu'on fait, il faut avoir le double regard. Ça veut dire,
encore une fois, si vous croyez en Dieu, donc c'est Hachem qui envoie une situation, et moi la situation, elle me concerne, et elle concerne aussi la personne qui est dans la situation avec moi. Maintenant, quand moi, je vais profiter de la situation, j'ai compris, par exemple, quand quelqu'un m'énerve, je peux dire « il m'énerve », ou je peux dire « c'est un laboratoire de la patience ». L'autre, il comprend rien, je dois lui expliquer 4 fois. Mais pour moi, c'est un exercice de pédagogie. Vous me suivez ou non? L'autre, il est dur en affaires. Mais c'est comme ça que je suis devenu bon, parce que je me suis adressé à des gens qui étaient durs en affaires. Donc, je ne dois pas regarder seulement ce que je fais, je dois regarder ce que je deviens. Maintenant, quand je me les avec Zivugim, ça veut dire que toutes les choses que tu n'as pas réglées en tant que célibataire, n'aie pas peur, tu vas les épouser. Donc, ce que tu considères être des défauts chez ta compagne ou ton compagnon, en vérité, c'est des occasions pour toi de régler des problèmes personnels. Par exemple, j'ai eu un couple une fois, bon, le mec, il n'arrêtait pas de parler, c'était un vendeur, oui, le bagou, là. Et la femme, en botanique, ça s'appelle un séquoia. En psychologie, ça s'appelle une séquoia. Mais une séquoia, vous avez quelque chose à dire? Vous pouvez le dire, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le mimer. Alors l'autre, il n'arrête pas de parler, l'autre, elle ne parle jamais. Tu dis, comment ils ont pu se marier? On dirait un espagnol breton avec un papillon. Tu n'oses même pas imaginer la gueule des enfants. Ouais. D'un autre côté, elle ne parle pas beaucoup, mais elle parle vrai. Elle parle toujours vrai et elle parle toujours pour quelque chose. Lui, il parle beaucoup, pour créer un espèce de nuage de mensonges dans lequel il va pouvoir cacher quelques vérités. Ouais. Donc les deux, a priori, ils n'ont rien à voir. Maintenant, il veut qu'elle parle. Il a compris que la seule manière de la faire parler, c'est que lui, d'un seul coup, il parle moins, il se concentre et il parle vrai. Maintenant, comme il va bouleverser sa personne pour l'autre, elle, quand elle voit les efforts qu'il a fournis, elle aussi, elle va se mettre à parler. Donc du coup, lui, il va apprendre à parler vrai, et elle va apprendre à parler tout court. Vous me suivez ou non? Oui, non? Vous allez dire, bah, c'est super, chacun il a fait son tikkun, et chacun il a fait le tikkun de l'autre. Non, c'est parce qu'en fait, ils ont un très très grand potentiel d'avoir des enfants anorexiques. Et l'enfant anorexique, il a besoin de parler, et il a besoin de vérité. Puisqu'il part dans des illusions de genre, je vais grossir, je vais être un monstre, alors qu'elle pèse 42 kilos, ouais. Et elle n'arrive pas à parler parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, parce que son moi, il n'est pas assez développé. Donc, quand lui et elle, ils font leur tikkun, le tikkun, il se fait où? Au niveau de la personne. La personne, elle s'inscrit où? Dans la pensée. Et la pensée, il dit le Ramban, elle s'inscrit dans la semence. Donc, en fait, ils sont en train de régler le potentiel d'anorexie de l'enfant qui aurait pu naître de leur couple complètement déglingué, de quelqu'un qui parle trop mais faux, et de quelqu'un qui parle jamais mais vrai. Voilà. Ça veut dire qu'Hachem, il voit loin. C'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk. Alken Yaazov et Ish et Aviv et Timo. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. Et après, il dit Veyu Basar Echad. Ils formeront une seule chair. Donc toi, tu as compris, Pshat Pashout. Ben, d'abord, tu quittes ton père et ta mère, c'est-à-dire tu coupes le cordon ombilical. Après, Shalom Bayit, tu colles, tu fais un avec ta femme. Et après, ben, il y a l'intimité. Veillou les Bassar Echad, c'est une façon jolie de dire que on va superposer les idées. D'accord? Non. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Sur Veillou les Bassar Echad, ils formeront une seule chair. Rashi dit Avlad Notsar Mishnehem. L'enfant est conçu à partir des deux. Vesham, dans l'enfant, Bessaram, leur chair, Naase Achat Fra'a. Ça va? Ça veut dire que l'enfant, c'est le fruit de la coupure du cordon ombilical et de la construction et de la communion de l'homme et la femme. Ça s'appelle des enfants d'amour. Maintenant, tu peux faire des enfants biologiques parce que tu es pressé, qu'il y a du bruit dans le salon ou de toucher les allocs, ce qui n'est pas une affaire. J'ai essayé, d'accord? Mais si tu veux des enfants d'amour, il faut passer par le process. Or, l'enfant, il est le fruit de la semence.
Et la semence, elle est constituée, dit le Ramban, à 99% de Mahashava. Et la Mahashava, c'est pas ce à quoi tu penses, c'est ce que tu penses vraiment. Ça vient du mot Chashuv. Maintenant, pour développer chez toi une Mahashava Hazaka, il faut beaucoup pratiquer ce que tu vis de manière sincère, entière et pure pour que ça s'inscrive dans l'essence de ton être qui s'appelle ta nature. C'est-à-dire que si tu fais semblant d'être honnête, ça ne s'inscrit pas en toi. Dès que tu as l'occasion, tu voles. Si tu fais semblant d'être fidèle, tu as les yeux qui traînent, tu vas sur certains sites qui sont ni pour nous, ni pour vous. Si tu n'es pas convaincu qu'en mentant, ça va t'amener des problèmes, tu vas mentir pour le shalom. Ça veut dire que tu n'as pas intégré. Tu n'es pas devenu. Or, toute la pratique, pratique du couple, pratique de la religion, pratique du travail, c'est pour devenir ce que tu apprends, ce que tu as appris. Ce que tu es devenu, ça s'inscrit dans la semence. Ça veut dire, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que toi, tu viens célibataire avec des manques. Elle vient célibataire avec des manques. Toi, elle va t'aider à régler ces problèmes-là, puisque ce qu'elle attend de toi, c'est exactement ce que tu as besoin de régler. Et toi aussi, il attend de toi des choses que toi, tu as besoin de régler. Donc toi, ton profil, il va se combler grâce à elle, et toi, et elle grâce à toi. Pour le faire, il va falloir faire du travail de Shalom Bayit. Or, le travail de Shalom Bayit, il ne marche que si c'est ancré à l'intérieur de toi. Donc la pratique sincère, elle s'inscrit dans ta semence. Du coup, tout ce que vous avez travaillé au niveau du couple, vous n'aurez pas besoin de le faire au niveau de l'éducation, puisque l'enfant, il aura déjà intégré de manière innée. C'est-à-dire que quand tu veux être gentil avec ta femme, et tu veux être sympathique avec ton mari, et tu veux être toujours positive, et tu veux être toujours dans l'esprit d'avancer, et dans l'esprit de construction, et bien bizarrement, tes enfants, ils sont comme ça. Mais si tu es jeune, et tu fais la gueule, et tu mens, et puis tu as l'orgueil, et la rivalité, et les complexes, et les malaises, tu te tapes des gosses. Regardez, il y a un site qui s'appelle loranenou.com, simsilenou.fr. Tu dis, mais d'où il sort ce Hmar? Je vais vous dire une chose. Il y a un très grand professeur de botanique, qui s'appelait le professeur Wallo. Vous l'avez connu ou non? C'est un Anglais. Il a dit, les pommiers font des pommes. Les poiriers font des poires. Mais les Hmariers. C'est-à-dire que si tu as compris que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas été conçu à l'arrière d'un break un samedi soir avec 6 grammes de coke dans la tête de sa mère. Par contre, si tu prends un couple d'alcooliques et une prostituée junkie, tu vois bien que le gosse, il est marqué. C'est physique. T'aimes bien la loterie nationale, toi. Essaye avec un pistolet, tu vas voir ce que ça donne. Ça s'appelle la roulette russe. Encore une fois, c'est une logique d'investissement. Moi, je dis pas des bêtises. Je vous dis que quand tu travailles, tu deviens. Ce que tu deviens, ça s'inscrit dans ta semence. Maintenant, il peut sortir un sadique. Je vais aller dans ton sens. Ouais, écoute bien. Le Ramban, dans Dat Akdusha, il dit comment ça se fait qu'on voit des gens, ils sont ignorants, ouais, ils sont pas spécialement des érudits, et ils ont des enfants extraordinaires. C'est ce qu'il répond. Il dit parce que le gars, il va avec sa femme, les Shem Shamaïm, avec une volonté de pureté, de sainteté, et il fait avec elle que les choses cachères. Il dit pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas cachère, il est fait avec des professionnels. C'est le Ramban. Alors que l'autre, il est sérieux, il va que avec sa femme, mais il fait des choses un peu bizarres. Genre il a des fantasmes, là, il a regardé des vidéos sur Internet. Ils ne sont pas très cachères. Et après, il veut expérimenter. Donc, il a insufflé la demeure. Et l'enfant, il naît comme ça. Ça existe. Donc, tu vois, tu vas trouver des gens moins évolués, mais plus entiers, qui vont avoir un enfant de sadique, et des gens plus sophistiqués, même dans la Torah, mais qui ne l'ont pas intégré à 100%, parce qu'il y a une très grande distance entre leur discours et leur vécu. Et après, l'enfant, il ressemble. C'est que l'enfant, c'est une vitrine. Nous, avec ma femme, grâce à Dieu, on a eu une équipe de foot, plus les remplaçants. Donc, on a eu l'occasion de s'entraîner.
maintenant, quand je les vois, au Hachem, Blainara, tout. Je les vois gentils, je les vois sympathiques, je les vois travailleurs, je les vois équilibrés, je les vois bien dans leur Torah. Je sais très bien que 6% c'est le chinour. Le reste, c'est inné. Donc c'est le travail qu'on a fait en amont. Maintenant, je peux dire, non, je vais rester un pauvre type, je vais rester têtu, je vais être méchant, je vais être vicieux, je vais être jeune, je vais être menteur, je vais être voleur, je vais fumer, je vais mettre 6, 7, 8, 9 mois de joints dans mon calendrier, parce que il y a des gens qui ont des joints dans tout le calendrier. Ouais. Et après, j'espère, si Dieu veut, je vais changer les mezuzot, je vais manger une paire de téfilines. Toujours pas de questions? Bon, vous avez une feuille devant vous, vous la voyez? S'appelle, d'un côté, ça s'appelle fiche de redémarrage du couple. Oui, ah ben voilà, on y va. Vas-y, 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 si. Oui. Au contraire. Au contraire. Ça veut dire que tout ce que tu n'as pas fait au niveau de l'inné, tu vas être obligé de le faire au niveau du chinour. C'est pas foutu, mais c'est le chinour. Non, moi ce que j'ai dit, c'est qu'on peut gagner du temps. Comme dans la vie. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il faut rien à l'école. Il faut rien à l'école. Bon, alors il n'a pas de diplôme. Bon, après il a un petit boulot à 1200 €. Bon, il voit que son patron il prend 100 000, il va en cours du soir. Le mec il fait les arts et métiers, il récupère un BTS en 6 ans, d'accord? Après il crée sa boîte, et maintenant il a récupéré son salaire. Mais en vérité il a fait a posteriori ce qu'il aurait dû faire a priori. Si on a qu'un qui fait le travail. Alors, bonne question. Écoutez bien. Si on a qu'un qui fait le travail, sachez, je donne une illustration qui va vous faire gagner du temps. Souvent, pour pas dire à chaque fois, quand je reçois les couples, chacun me dit, non mais Rav, j'ai fait beaucoup d'efforts. Ah mais moi aussi j'ai fait beaucoup d'efforts. Ah, vous ne vous rendez pas compte des efforts que j'ai fait. Ah mais moi j'ai fait beaucoup d'efforts. Alors je vous donne l'image. Il y a Myriam et Chaim, ils sont séparés par un mur de 10 mètres d'épaisseur. Ça va? Donc Myriam, elle appelle chérie, mon amour, tu es là, Chaim? Oui, je suis là, chérie. Et toi, Myriam, tu es de l'autre côté? Oui, je suis de l'autre côté. Écoute, il y a un mur de 10 mètres qui nous sépare. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah toi, tu vas creuser vers moi, moi je vais creuser vers toi, et on va se rejoindre. Kol hakavod, très bonne idée, bravo Marie, qu'est-ce qu'il est chacham? Ah, exactement. Bon. Et il creuse, ça prend une dizaine d'années. Parce qu'il creuse avec les mains, ouais. Il creuse. Ça va? Donc lui, il est épuisé, parce que ça fait 10 ans qu'il creuse. Elle est épuisée, parce que ça fait 10 ans qu'elle creuse. On parle des gens sincères, on ne parle pas des pauvres types, que moi je fais rien, toi tu fais tout, et en plus je te reproche de tout faire, alors que moi j'ai tout fait, d'accord? J'ai tout fait. Et moi souvent je leur dis, mais je n'ai aucun doute que les deux, vous avez fait des efforts. Mais ces efforts n'étaient pas coordonnés. Un truc débile. Comme si non. C'est comme si tu veux pas, tu es à Paris, tu veux aller à Marseille, mais tu as pris la carte à l'envers. Tu roules 600 bornes, il y a un mec qui dit, excusez-moi, je vous ai entendu parler à la pompe à essence, vous voulez bien aller à Marseille? Oui, pourquoi? Parce que c'est la route de Lille. Et alors? Je vais à Marseille en passant par Lille. Je fais le tour de la Terre. Ah, il y a des têtes dures, hein. Après, c'est pas shoot. L'autre, c'est une boussole. L'autre, c'est une occasion de travailler. L'autre, c'est une occasion de grandir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là le problème, c'est qu'on a dit on est différent. Alors, je vous donne l'image. Vous savez que tous les droitiers ont une main gauche. Sauf c'est les gens qui manquent une main. D'accord? C'est pourquoi la main gauche, on l'appelle gauche. Parce qu'elle est gauche. Soit tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives pas à truquer, tu n'arrives pas à tenir le stylo. La main gauche est gauche pour un droitier. Mais la main droite est gauche pour un gaucher. Donc tout le monde a une main gauche. Ça va? Expliquez-moi, si on a tous une main gauche, comment, si vous avez eu l'occasion de voir une vidéo sur Internet, le virtuose au piano, il fait un concerto avec les deux mains à une vitesse tellement rapide que vous ne voyez même pas les doigts. Alors le mec, il n'a pas de main gauche.
Ça s'appelle en français la pratique et la coordination. Donc ta femme, elle est gauche par rapport à toi. Toi, tu es gauche par rapport à elle. Mais si on veut, on fait de la coordination. Regardez, je vous donne un exemple, encore une fois personnel, comme ça vous ne dites pas qu'il invente les exemples. Moi, quand je me suis marié, j'avais une maladie très très grave. Très grave. J'étais cartésien. Très très intellectuel. J'étais un malade mental en fait. Parce que depuis l'âge de 14 ans, je faisais entre 8 et 9 heures de philo par jour. Donc j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup rationalisé, beaucoup développé. Et comme je ne voulais pas ouvrir un bouquin de philo, donc je réfléchissais tout seul, 6 mois sur le temps, 4 mois sur la communication, 2 mois sur la démonstration, le vrai, le faux, l'absurde. Enfin, ça a duré comme ça quelques années. J'épouse une femme extraordinaire, mais elle a une autre maladie, elle. Elle est intuitive, très très intuitive. Elle va non. Pas du tout cartésien, pas du tout. Une grande intelligence, mais chokhmat chaim. Et moi, très grande intelligence, mais chokhma intellectuelle. Je le dis souvent, mais les gens ils croient que je rigole. Je dictais des dissertes de philo au téléphone à des élèves d'Hippocagne à 17 ans. Donc c'était pas spécialement débile. C'est pas de l'orgueil, c'est le fruit du travail. Je sais ce que j'ai fait. Donc imagine-moi, je vais rencontrer ma femme, je vais la ramener du séminaire. Le Rav du séminaire, il commence à parler un petit peu avec moi. On parle un peu d'Ashkafa. Bon, moi j'étais un élève, le meilleur élève de Rav Eman, je lui éclate la tête. Il me dit, mais comment ça se fait que vous allez vous marier avec cette fille? Elle n'a aucun rapport. Il m'a dit, ça fait 41 ans, il m'a dit, elle est superficielle. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Je lui ai dit, écoutez-moi bien, monsieur le rabbin. Moi, je ne veux pas une femme qui lit Sartre en fumant une cigarette pendant que la vaisselle, elle se cumule et que l'arnouna, elle coule sur le visage de sa fille. Moi, je veux une khifa. Je veux une fille simple, une fille entière, une fille qui a de l'ambition, une fille qui fera tout pour moi, comme moi je ferai tout pour elle, et que les deux on fera tout pour la Torah. C'était ça mon projet. Moi, j'ai pas besoin, moi, d'une intello. C'est pas une ravruta. Je vais pas faire des enfants avec une ravruta. Vous avez compris ou non? Mais je vous dis la vérité, il a quand même fallu s'adapter. Donc moi j'ai fait des gros efforts pour faire se voir cette notion d'intuition, et elle a fait des gros efforts pour accepter mes délires intellectuels. Parce que la synthétisation, tu synthétises, à la fin il reste l'extrait de la pensée. Il y a peu de gens qui peuvent capter, ça va trop vite. Ouais. Mais on l'a fait. Bon, Hachem, on l'a fait. Parce qu'on voulait des enfants d'amour, encore une fois, des enfants de communication, des enfants de communion, des enfants de remise en cause. Et le mal au ventre que tu as pour t'adapter à l'autre, c'est ça le ciment qui crée la communication et la communion. Donc effectivement, il y a toujours une main droite et une main gauche. Et effectivement, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas le même niveau d'ouverture d'esprit, de dialogue, on n'a pas le même niveau de compréhension et on est différents. Mais le pianiste, il joue des deux mains. Ça veut dire qu'on fait l'effort de s'adapter. Et c'est ça le bonheur. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans l'exigence, dans la contrariété, que l'autre n'est pas comme moi, ne pense pas comme moi, il n'a pas les mêmes idées, il ne réagit pas à la même vitesse, on ne comprend pas du premier coup, on n'a pas du tout la même approche, on n'a pas du tout le même vécu. Je t'ai déjà dit, la main droite et la main gauche. Vous savez, il y a un Rav, il a dit, c'est écrit dans les Gemara, que la main gauche, elle repousse, et la main droite, elle rapproche. Le Rav Simcha Wasserman, qui était le fils de Rav Elchanan Wasserman, il a dit un chidouche, il a dit, je ne comprends pas. Les deux mains, c'est quoi? C'est la proximité et la distance que tu prends avec la personne. Donc si le gars c'est un rachat, tu le repousses des deux mains. Si le gars c'est un tzaddik, tu le rapproches des deux mains. Pourquoi il y a une main qui pousse, une main qui tire? Vous avez compris la question? Oui? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit parce que quand il y a une main qui pousse, une main qui tire, la personne elle se retourne. Oh le mziana!
Vous avez compris ou non? Tu ne veux pas fabriquer l'enfant, tu veux qu'il change. Tu ne veux pas fabriquer ton mari, tu veux qu'il change. Tu ne veux pas fabriquer ta femme, tu ne veux pas fabriquer tes parents. Tu ne veux pas fabriquer tes élèves. Tu les mets en situation de changement. Et ils changent. Donc si toi tu fais l'effort, normalement les gens qui s'aiment, l'autre aussi va changer. L'autre aussi va s'adapter, l'autre aussi va faire l'effort. Ah, ça ne sera pas forcément au rythme que tu voudrais, parce que tu vas trouver que c'est trop lent, c'est trop rapide. Non, c'est le principe que, ça aussi c'est encore un secret que vous devez bien intégrer ce soir. Et je crois que ça va être trop pour vous, je pense que vous allez saturer. Mais je vous le dis quand même parce que ça va vous faire du bien. C'est qu'il faut formater sa tête à être dans une logique de proposition et non pas dans une logique d'exigence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que comme ce qu'ils disent c'est fondé, et même c'est fondé sur la halakha, et qu'ils l'ont même lu dans un livre, donc ils ont le droit d'exiger de l'autre. D'accord? Alors que toute la base de la communication évolutive, c'est d'être dans la proposition. C'est-à-dire qu'un enfant, tu lui dis, tu veux débarrasser, s'il te plaît? Tu lui dis pas, débarrasse. Je vous dis, nous, on avait une tribu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, les douches 5 par 5 contre le mur de la salle de bain. 3 repas par repas. Le groupe des petits, le groupe des moyens, le groupe des grands. Celui-là, il fait la Mishnah, celui-là, il révise Aleph Bet, celui-là. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est 140 kilos de bagages. Quand on arrivait au check-in, ils disaient, vous êtes un groupe? Non, c'est une famille. Vous ne pouvez pas... Les gens, ils en ont 3. J'en peux plus, je vais mourir. Dis chiche, d'accord? Non. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que s'il n'y a pas de coordination, chaque pas, il devient une douleur. S'il n'y a pas d'effort d'adaptation, chaque pas, il devient une souffrance. Mais quand on est dans cette logique-là, de construire, et d'être positif, et d'être souriant, mais tout est facile. Vous avez vu le film La vie est belle, non? Ouais. Dans le camp de la mort, il a fait La vie est belle. L'autre, il avait tout pour être heureux. Il a fait le camp de la mort à la maison. La gueule, la tronche, les reproches. Ouais. Donc, c'est dur. Mais il faut être dans une logique de proposition. Voilà, tu vois, je me propose. Voilà ce que je suis. Je vais donner le meilleur de moi. Voilà ce que je suis. Oui, mais tu aurais pu être mieux. Non, ça, c'est ce que je suis. Ouais. Et je vais aller en évoluant. Un enfant, tu lui fais une proposition. Un élève, tu lui fais une proposition. Moi, les gens, ils viennent me voir. Ah, mais Chétri, je voulais vous dire, grâce à vous, j'ai fait Teshuvah. Bon, le mec, il est Rosh Kolel, alors qu'il n'avait même pas la kippa à Sarcelles. Donc, il s'est passé quelque chose. Je dis, écoute-moi bien. Il n'y a aucun mérite. Parce que moi, j'ai fait le même cours. Le mec, il s'est marré pendant 1h30. Et l'autre, il est parti à Slovodka. Ça veut dire que le mérite, il est chez celui qui fait l'effort. Nous, par contre, notre rôle, c'est de proposer. L'enfant, tu lui donnes un chinour. Tu vois là, mon fils. Chez nous, à la maison, personne ne sort après 8h du soir. Non, mais papa, c'est cool, on est à Beit Vegan, il y a la pizza, elle est ouverte à minuit. C'est une éducation. L'éducation chez nous, personne ne sort. T'es pas dehors, t'es pas truqué, tu pars pas tout. Après, tu pars pas en week-end, en Shabbat, avec tes copains, à la mer morte, il n'y a pas. Ah non, mais papa, t'es pas cool. Je suis pas cool. T'es mal tombé, c'est ton mazal, il est pourri. Bon, la prochaine fois, si Dieu veut, quand tu reviendras en Gilgoul, peut-être en âne, alors à ce moment-là, tu seras libre de brère. Écoutez-moi bien, jamais un enfant, il s'est plaint. Jamais. Pourquoi? Parce que quand tu donnes un encouragement ou tu donnes une proposition de manière sincère et avec amour, même si cette proposition, elle est restrictive dans l'absolu, elle n'est pas dérangeable. Alors que quand tu lui imposes, ou quand tu cries, ou quand tu stresses, ça ne marche pas. À moyen terme ou à long terme, ça ne marche pas. Ça ressort un jour ou l'autre. Et je sais que c'est très dur. Parce que des fois, par souci d'efficacité, tu as envie de faire avancer la machine. Tu as envie de mettre les points sur les i. Tu as envie de pousser. Ça ne marche pas. Ça, c'est un rave. Ça s'appelle le rave d'Alain Pilot. Vous l'avez connu ou non? Et lui-même, il était de l'école du Rav Simons. Ça vous dit rien? Vous connaissez pas les matelas? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Ce Rav, il a dit, écoutez bien cette phrase. Ça, je l'avais dit à un Rosh Yeshiva. Bon, il n'a pas compris. Écoutez bien. Quelle que soit l'intensité et la durée de la pression
que tu appliques sur un matelas, le jour où tu vas relâcher la pression, le matelas va remonter. Parce que ce Roche Keïla, il me dit, ouais, les gens ils s'énervent, ils sont en train de me faire des reproches, ils me ressortent des vieilles histoires d'il y a 20 ans. Je lui ai dit, mais vous avez oublié que vous avez construit toute cette Keïla sur la base de la pression. Et la pression en vieillissant, tu la relâches, et quand tu la relâches, le matelas, il te remonte dans la gueule. Si tu as construit ton couple sur la pression, après tu dis, ouais, quelqu'un lui a ouvert les yeux, elle a envie d'être heureuse. Mais non, c'est juste qu'elle a grandi. Les enfants, tu leur mets la pression, un jour ils se révoltent. Ils ont 18 ans, ils disent, t'es pas content, j'appelle la police, qu'est-ce que tu vas faire? Après, ils ne comprennent pas les jeunes, mais je comprends pas. On l'a élevé dans la Torah, tu l'as élevé dans la Torah, mais dans la pression. Mais alors c'est dur, hein, c'est très très dur. Là, je vous ai parlé d'un niveau qui va vous prendre au moins 6 ans pour l'assimiler. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, c'est dans un esprit de proposition et non pas d'imposition. C'est très dur. Ouais. Ça veut dire que tu donnes la priorité existentielle à l'autre. Tu es capable ou non? Ou tu es pressé d'obtenir un résultat? C'était quoi la question? Il y avait une question par là-bas. J'ai vu une main se lever. Ah, c'était pour commander le dessert. Bon, alors vous avez la feuille là ou non? Il est 11h moins le quart. Hein. C'est à quelle heure vous avez pris le babysit? Quelle heure? Quoi, minuit? Tout le monde devient en citrouille à minuit? Bon, regardez cette feuille. Ça s'appelle Redémarrage du couple. En vérité, elle fait partie d'un livret qui s'appelle le Pacte Shalom Bayit. Et là-bas, j'ai expliqué que quand il y a eu un conflit, quand il y a eu un malaise, quand il y a eu un stress, quand il y a eu une engueulade, et qu'on veut reconstruire, on veut redonner la chance, on veut remettre les choses en situation. Alors ça, c'est les conditions qu'il faut remplir. Parce qu'encore une fois, vous ne vous rendez pas compte du degré d'intensité, d'intervention du Yetzer Hara à l'intérieur du couple. Ça veut dire que c'est une vigilance de chaque seconde. Vous savez, pour construire, il faut des années. Mais pour détruire, il faut des secondes. Un mot de travers, un soupir, les yeux comme ça, ouais. Un mot méchant, un pic, une remarque sur le repas, parce qu'elle a mis 6 heures à faire les boulettes, et toi, tu vas lui mettre les boulettes pour 6 semaines. C'est trop salé, c'est pas le goût de ma mère. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ici, vous avez le petit Shulchan Aruch du redémarrage. Comme à l'époque, il y avait la disquette de reboot de Windows. Ça vous dit quelque chose? Non, je pense que vous n'étiez pas né, c'est trop vieux. Reset. Alors, je vous donne les éléments au fur et à mesure, et après, vous les relirez ensemble. Mais encore une fois, c'est pour pouvoir mettre en place une tentative de reconstruction. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'engueulent, après ils se font la tête, après ils attendent que ça se calme, et après souvent c'est le même qui fait un pas vers l'autre pour dire bon allez viens on parle, viens j'ai fait une erreur, je m'excuse, ouais. Et l'autre il dit bah t'as bien fait de t'excuser parce que j'étais parti pour faire le guet, ouais. Bon, ça c'est vraiment quand ils sont brels, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les frères Jacques. Ça va? Jacques Brel. C'est très rare que j'explique les blagues, hein, c'est... Bon, restez concentrés, ne me quittez pas. Donc, quand on va redonner la chance, on va se remettre en situation. Donc, première étape, si vous lisez en même temps, c'est qu'en vérité, il faut être capable d'accepter que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était le fruit du Yetzer Hara. On a dit que c'est quoi? Gibor, c'est Gever. Gever, c'est mature. D'accord? Maintenant, tant que quelqu'un n'a pas fabriqué l'adulte en lui, automatiquement, c'est l'enfant qui réagit. Ça s'appelle l'immaturité. Donc, ça ne sert à rien de faire le bilan. Moi, je vois les gens, ils ont 15 ans de mariage. Ils viennent chez nous, ils viennent chez Trit, c'est terminé, je veux divorcer. Je dis, vous ne pouvez pas divorcer, vous n'êtes pas marié. Ça veut dire qu'il y a le Katan en toi, qui écoute le Yetzer Hara, et il y a le Gadol, l'adulte. Maintenant, on dit Katan en bodat, aval Gadol omed al gabav. L'enfant n'a pas de conscience, mais l'adulte,
Ouais, lui, le raisonnable, il va maîtriser l'enfant. Ben, de la même manière qu'au niveau personnel, chacun, il doit développer un adulte, c'est-à-dire un moi fort, un guéver, qui va gérer son Yetzirara. C'est bon? De la même manière, il faut fabriquer un couple adulte qui va gérer le couple enfant. Je sais que c'est un peu théorique. Ça veut dire que quand on est les deux en train de s'engueuler comme ça, ouais, toi, ouais, vous les Tunisiens, vous les Marocains, ouais, truc, t'es pas venu, Shabbat, ça m'a fait plaisir, tu fais pas ce que j'aime, et truc, et toi, tu dépenses trop, et toi, t'as grossi. Donc, tous les deux brels là, ouais, il faudrait être capable, écoutez bien ce que je vous dis, de se désincarner, les deux, on sort de notre corps, ouais, les deux ennemis là, on sort de notre corps, on se prend dans les bras, et on regarde les deux brels en train de s'engueuler. Ça s'appelle la projection. Donc là, on a fabriqué le couple Gadol qui s'occupe du couple Katan. Parce que le couple Katan, c'est facile. Il y en a un des deux qui fait une gaffe. L'autre, évidemment, il le prend mal. Donc, il fait une remarque. L'autre qui a fait l'erreur, mais il se vexe, il fait de la surenchère. L'autre, évidemment, il change de registre. Donc, il parle de sa mère. L'autre, elle se vexe, elle insulte son père. L'autre, si tu parles de ma famille, c'est comme ça. De toute façon, n'oublie pas que c'est mon père qui a acheté la maison. Bon, donc toi, t'es une pièce rapportée, d'accord? L'autre, elle se vexe encore plus, et ça monte comme ça. Crescendo. Ouais. À aucun moment, il n'y en a pas un des deux qui veut éteindre le feu, qui veut arrêter l'hémorragie. Alors, je rappelle que quand il y a le feu dans une maison, les pompiers, la première chose qu'ils font, avant d'essayer de sauver les rideaux, le canapé, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Il coupe le gaz. Parce qu'à quoi ça te sert de sauver le canapé puisque la maison va exploser? Maintenant, normalement, tout le travail qu'on a fait, encore une fois, là pour l'autre, et moi pour toi, et toi pour moi, et nous deux pour le couple, les efforts, la chantier, c'est que pour le moment, quand on voit qu'il y a une situation qui dégénère, quand on voit que le ton il monte, quand on voit que c'est pas un problème d'engueulade, c'est un problème d'hormones, parce qu'elle est enceinte, ou que lui, parce qu'il a eu du stress au travail, donc il est en train de faire un transfert, parce qu'il a été insulté par un mec à la synagogue, ou parce qu'il a fait un Fambringen qui l'a amené à un taux d'alcoolémie qui est proche du Rav Johnny Walker, ouais. Ils doivent être capables de dire, stop, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es mon mari, t'es le père de mes enfants, on arrête les conneries. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ça veut dire que le couple adulte n'est pas encore né. Je sais ce que vous allez me dire, mais il y a des gens en 50 ans de mariage, ils n'y arrivent pas encore. Ça s'appelle une crise de Mshon. Ça prouve qu'on n'obtient que ce sur quoi on a travaillé. Par contre, je vous donne un secret, c'est que le travail, il donne des niveaux, et les niveaux, ils donnent des satisfactions. C'est-à-dire qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, tu regardes sur quoi les gens ils s'engueulent, tu rigoles, tu dis oh là là, bon, après on a réglé ça. On a passé ce truc-là. À l'autre, elle appelle sa copine et dès que son mari rentre, elle raccroche. Ah, je ne peux pas parler devant lui, je me suis mal à l'aise. Tu es mal à l'aise, vous dormez tous les deux, tout nus, mais tu n'arrives pas à parler. Maintenant, ça me stresse, ça m'angoisse, et puis il m'écoute, après il me juge, après il me fait des remarques. Il y a du travail. Il y a du travail. Beaucoup de travail. Ouais. Rappelez-vous, quand vous regardez la statue de David, la statue de Michel-Ange, le David, vous l'avez vu celui-là à Florence? Non? Bon, il faut sortir un peu là-haut. C'est bon, la place... Il faut vous imaginer qu'à Michel-Ange, on lui a livré un bloc de marbre de 7 mètres de haut, de 3 mètres sur 3 mètres, et que maintenant vous avez le David sculpté, il est tellement parfait, il est tellement dans le trait humain, que tu as l'impression qu'il va se retourner pour te parler, tellement il est bien fait. Maintenant je vous dis un truc, vous savez combien de millions de coups de marteau il a mis? Vous savez combien de millions de coups de lime il a mis? Vous savez combien de millions de coups de papier de verre il a mis pour arriver à un résultat pareil? Donc quand on se marie, on est un bloc de marbre, carré, sorti du séminaire, sorti de la yeshiva, on croit qu'on est le Hazonish, alors qu'en vérité on est le mari de la Boniche, d'accord? Et après, on travaille. Maintenant l'ambition, elle doit être énorme.
Mais les résultats, ils viennent centimètre par centimètre. C'est ça que les psychologues, ils disent que le cultivateur, il est heureux. Parce qu'il voit que ça pousse. Tous les matins, il se lève, il va dans le champ, il voit que ça pousse. Baruch Hashem. Maintenant, quand tu es encore une fois dans cette logique de proposition, et que tu as l'honnêteté de reconnaître qu'on a passé une soirée sans s'engueuler, qu'on a fait un Shabbat sans stress, qu'on a été à l'écoute l'un de l'autre, qu'on a été souriant pendant toute la semaine, c'est des centimètres. Mais la reconnaissance du résultat obtenu, elle donne la force pour pouvoir faire des nouveaux efforts. Ça va? Normalement, vous applaudissez, mais bon, là, vous êtes vraiment un paquet d'autistes. Bon, vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Donc, si, non, je rigole, c'est bien plus grave. Donc, bon, c'est pas grave. Parce que là, ça fait 1h10. Donc là, vous êtes... je ne vais pas vous écœurer non plus. Si vous avez des questions, voilà, je suis là. Sinon, je pense que vous allez profiter des gâteaux. Je ne sais pas ce qui arrive là. Oui, la question. Parlez bien fort. Est-ce que les parents, ouais. dans le mariage, est-ce que tu crois que les parents ils ont une effet sur leurs enfants, de relation des parents, comme obéissant, est-ce que ça a un effet sur comment toi tu vas te comporter avec ton mari? 100%. Oui. Oui, ça veut dire que... Parce que moi, mes parents, ils m'ont montré tout ce qu'il faut pas faire. C'est bien. Là, après, le travail, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, donc, il y a deux choses. Premièrement, déjà, vous savez ce qu'il ne faut pas faire puisque vous avez vu le résultat chez eux. Deuxièmement, d'après les psychologues, vous allez reporter le même exemple, le même comportement naturel. D'accord? Tout à l'heure, j'ai dit, mais peut-être parce que ce n'est pas votre langue de naissance, le français, ouais. J'ai dit tout à l'heure qu'en fait, quand les enfants ils grandissent dans une atmosphère d'amour, de compréhension, de finesse, de gabrout, de l'écavsrout, d'accord? En fait, vous les armez pour toute la vie. Ça veut dire que quand ils vont rentrer à la yeshiva, ils vont rentrer dans les études, ils vont rentrer avec les goïms, ils vont rentrer avec leurs femmes, avec leurs enfants, le réservoir qu'ils ont pour pouvoir traverser la vie, c'est ce que vous leur avez donné en tant que jeunes. Nos parents doivent donner ça à leurs enfants. Ouais. Si les parents donnent beaucoup d'amour, si l'autre il a pas fait attention. Encore une fois, ça va être des systèmes de compensation. Moi, je parle de l'idéal. D'accord? Maintenant, il peut y avoir que un, il est super mature et l'autre, il est immature. Ouais, pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai écrit ce livre. Vous voyez ce livre-là? Levez la main ceux qui l'ont lu. Vous l'avez lu? C'est tout? Ça fait un paquet d'handicap. Vous avez lu ou non? Bon. Ouais, c'est pas une mezouza, il faut le lire. D'accord. Donc je vous explique. Pourquoi j'ai fait ce livre? Vous voyez que c'est pour faire de l'argent. Il y a des goïms qui proposent 15 000 € par conférence dans des séminaires de conscience positive. À la Réunion, et j'y vais pas. Donc vous croyez que c'est vos 20 € que vous allez acheter le livre qui va me changer quelque chose? Il faut savoir une chose. C'est qu'on a parlé du couple ce soir. Le couple s'appelle la coexistence. La coexistence, c'est la rencontre de deux existants. Ça va? Maintenant, c'est très compliqué de coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Maintenant, c'est quoi exister? Parce que tout ce livre-là, en vérité, il est basé sur une phrase du Maharal. Il y a 405 pages de développement. Et la phrase, c'est quoi? Il dit le Maharal, Kol achaim zelatset minakoach el apoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est-à-dire qu'on a un moi intérieur qui s'appelle koach, qui s'appelle potentiel, et un moi extérieur qui s'appelle réel. Les chachamim, ils appellent ça toho kebaro. Ouais, im en ani li mili. Il y a le ani, c'est le moi intérieur, et il y a le li, c'est le moi extérieur. Maintenant, les deux, ils vont travailler pour être ensemble. Mais alors, quand j'arrive à réaliser mon moi intérieur à l'extérieur, en français, ça s'appelle être moi-même, le même que moi. Ça va? Maintenant, ça, c'est le travail de toute une vie. Toute la vie, on réalise dans le monde réel son moi potentiel. Donc, je développe le moi, ça, dans le langage Khamim, ça s'appelle le lève, et je le réalise dans l'acte qui
s'appelle le Ma'asé. D'accord? Ok. Maintenant, pour ça, je vais rencontrer des partenaires. Par exemple, mes parents vont m'aider à devenir moi-même. Mes professeurs vont me construire pour que je donne le meilleur de moi-même. Mes patrons vont attendre de moi le meilleur de moi-même. Donc ça veut dire que toutes les situations de la vie sont des situations d'exister. Ça va? Maintenant, le moteur de l'existence, c'est la volonté. Et le Maharal, il dit que l'amour, c'est l'équivalence des volontés. C'est-à-dire que quand les deux volontés se rejoignent, ça s'appelle l'amour. C'est bon? Maintenant, si la volonté, c'est le moteur de l'existence, et que l'amour, c'est la communion des deux existences, donc ça s'appelle en français la coexistence. Ça va? Maintenant, on n'a pas tous le même rythme existentiel. Il y a des gens qui vont exister très fort, il y en a qui vont exister à moitié, il y en a qui ne vont pas exister du tout. Il y en a qui vont être dans les complexes, les malaises, les peurs. Parce qu'encore une fois, le Yetzer Hara les empêche d'exister. Maintenant, vous savez, nous on l'appelle Yetzer Hara. Vous savez comment il appelle Freud le Yetzer Hara? La zone d'ombre. C'est comment les psychologues ils appellent le Yetzer Hara? Les psychoses, les névroses. Comme il appelle les psychiatres, les pathologies. Mais en vérité, le Yetzer Hara, c'est simplement celui qui te propose d'exister à ta place. Le problème, c'est que moins tu existes, plus ton rapport avec la réalité, il est immature. Maintenant, plus tu es immature, plus c'est difficile la vie. Parce que les challenges, ils augmentent, mais toi, tu ne grandis pas. Maintenant, le plus grand challenge qu'on a dans la vie, c'est le mariage. Parce que toi, encore une fois, tu veux donner le meilleur de toi-même à l'autre. Donc, tu es obligé de grandir. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas pareil, comme je vous ai expliqué avec ma femme, cartésien, intuitif. Mais quand on fait l'effort de s'adapter, bizarrement, la différence de l'autre devient décapsuleur de mon potentiel à moi. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que l'homme et la femme, c'est la même neshama. Vous êtes au courant, non? Qu'on a coupé en deux. Les parents et les enfants, ils n'ont pas la même neshama. Les élèves et le maître, ils n'ont pas la même neshama. Le patron et les employés, ils n'ont pas la même neshama. Il n'y a que l'homme et la femme. Ça veut dire que tout ce que tu es, c'est réalisé par l'énergie qui vient de l'âme. Bizarrement, ta femme, elle a la même neshama que toi. Mais elle est dans un corps différent, un psychique différent, une sensibilité différente, un vécu différent. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand toi, tu vas essayer de l'aider à donner le meilleur d'elle-même, et que pour cela, toi-même, tu es obligé de donner le meilleur de toi-même, ça s'appelle le don de soi, et qu'elle aussi, elle va te respecter, c'est-à-dire qu'elle va te donner le droit d'exister, et en même temps, toi, elle va te donner la possibilité de l'aider à exister. Donc en fin de compte, la meilleure école du devenir, c'est le mariage. Tout ce que vous n'avez pas complété en tant que célibataire, encore une fois, vous l'épousez. Donc l'autre, il va te faire grandir. Or, on sait que la meilleure utilisation, la meilleure caractéristique de l'éducation, c'est l'amour. Donc toi, par amour, tu vas changer pour elle, elle va changer pour toi. Après, si vous êtes malin, ouais, quand vous voyez les enfants arriver, puisque vous avez déjà fait votre auto-analyse personnelle, donc vous connaissez chez vous la part du Yetzer Hara. Ensuite, vous êtes solidaire, donc chacun y voit dans le couple la part du Yetzer Hara. C'est-à-dire que moi, je dois être capable de dire, écoute chérie, c'est vrai que là, je me suis entêté. Et l'autre, elle dit, non, c'est moi, parce que je ne t'ai pas donné tout de suite ce que tu attendais. Si on est dans cette logique-là, où on est assez étranger de soi pour être proche de l'autre, de soi, ouais, donc automatiquement, on pourra faire exactement la même chose avec l'enfant, puisque l'enfant, il vient de nous. D'accord? Donc je vais être capable de dire, tu vois, notre garçon, il est hypersensible. Bah oui, parce que moi, je sais, je suis hypersensible. Et l'autre a dit, ouais, ok, mais d'un autre côté, ben, il comprend du premier coup. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Yetzer Hara? Il prend son intelligence accrue, il la met au détriment de son hypersensibilité, du coup, il arrive à faire une dépression en 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Nous, on va lui donner de l'amour, on va lui donner de la confiance en soi, et du coup, il va développer son intelligence pour utiliser et préserver sa joie de vivre. C'est exactement les mêmes outils, mais ce n'est pas la même utilisation.
Maintenant, encore une fois, si je l'ai fait avec moi, et que nous, on l'a fait pour notre couple, donc on pourra le faire pour l'enfant. C'est-à-dire que chaque situation, en fin de compte, c'est un entraînement pour la situation d'après. Comme toi, ce que tu as fait en CM2, ben, ça te servira en première, ça te servira en terminale, ça te servira en 4e année de fac. Tu dis non, mais c'est fini tout ça, mais pas du tout. Parce que la logique que tu as apprise à l'époque, les milliers d'équations que tu as fait en maths sup, maths spé, et bien maintenant ils te servent en finance. Pourtant tu ne fais pas une équation, oui, mais ta capacité de connexion, elle a été développée par les milliers d'équations. Donc ça veut dire que l'éducation d'aujourd'hui, c'est le résultat et l'efficacité de demain. Donc si tu es malin, tu appliques ça dans ta vie de couple, mais tu es milliardaire en dollars. Ou non, tu continues à dire, non mais c'est de sa faute, c'est elle ne m'écoute pas. Eh ben écoute, pour le shalom, je préfère qu'on n'aborde pas les sujets. Et puis de toute façon, c'est trop dur. Et puis moi, ça me fait mal. Et puis je suis complexé. Et puis mon psy m'a dit que je ne dois pas en parler à tout le monde. Et puis si on n'est pas d'accord sur tout, ben, c'est pas grave, puisqu'on est d'accord sur rien. Après tu te dis, mais enfin mon amour, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est pour ça que les gens divorcent. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien en commun. Alors écoutez-moi bien. Je vous aime tous. Moi, quand je parle, je parle pareil à mes enfants. Ouais, sachez-le. Sachez-le. C'est que le temps passe. C'est un des défauts majeurs. Chaque minute, c'est un zman. Et kol zman ou mezouman la davar. Donc ne vous gaspillez pas à faire la gueule, ne vous gaspillez pas à penser que l'autre il a 100% tort, ne vous gaspillez pas à penser que vous n'avez pas besoin de faire des efforts, ne vous gaspillez pas à croire que c'est Mina Shamaïm alors que c'est à vous de faire le travail. Ouais, faites le travail. Et vous verrez, si Dieu veut, d'accord, que non seulement vous aurez des satisfactions personnelles de voir que vous évoluez en maturité, et vous verrez que votre couple aussi va évoluer parce que vous n'aurez plus les conflits à deux balles, parce que vous serez des gens évolués, vous serez des gens matures, vous serez des gens solidaires. Et après, si vous faites des enfants dans cet esprit-là, vous verrez vos enfants qui seront autonomes, qui seront construits, qui seront bien dans leur tête, qui seront heureux naturellement, pas avec 2 exomil. Ouais. Et là, vous aurez gagné le milliard. Moi, quand j'ai commencé à donner des cours, mon Rav, il m'a dit, Kol Hakavod, bravo, hein, tu as des centaines d'élèves. Il m'a dit, mais sache que si tu rates un enfant, il a dit, Mar Mimavet, c'est plus amer que la mort. C'est à quoi ça sert que les gens, ils te disent, ils te reconnaissent dans l'avion, si tu sais que tu as 2 enfants qui sont partis en sucette. Et pas que dans la religion, dans la tête. Donc le projet, l'objectif, l'œuvre d'art, c'est les enfants. Mais encore une fois, pour faire des bons enfants, il faut être un bon couple. Et pour être un bon couple, il faut être des bonnes personnes. Voilà, vous avez tout compris? Maintenant, je vous laisse tranquille, je vous explique le mode d'emploi. Ça, c'est le... Non, 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 faut pas applaudir. C'est pour les spectacles. Ça va jeter un froid, David. Bon. Gardez les applaudissements pour Gad, il en a vraiment besoin. Bon, il y a d'autres façons de me dire d'arrêter, hein, la vérité. Bon, je vous explique, après je vous laisse tranquille. Celui-là, c'est un livre de travail personnel. J'ai des goïms qui l'ont lu 9 fois. Donc pour les feuilles qui ne l'ont pas encore lu. J'ai des Rosh Kollel qui ont écrit 3 classeurs de commentaires dessus, pour ceux qui pensent que quand c'est pas en hébreu, c'est pour les goïms, d'accord? Ça, c'est ça. Deuxièmement, celui-là, en fait, c'est un cahier pratique qui est basé sur le premier. C'est-à-dire que le problème avec ce livre, c'est qu'il est très 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 dense. Parce que si vous avez écouté le cours, là j'ai improvisé, je vous ai fait une impro de jazz pendant 1h30 parce que je pensais qu'il y aurait un dialogue. Mais bon, vous avez renoncé, mais c'est pas grave, je vous ai dit quand même que des vérités. Si vous avez l'occasion, voilà, le cours il est là. Moi je vais le mettre sur YouTube ce soir. Demain, si ça vous monte, ou après-demain ou dans une semaine, quand vous aurez décanté, vous allez prendre un bloc-notes, tous les deux. Vous allez le réécouter en écrivant les phrases, une par une. Ouais. Après, vous allez le découper en 12 séquences. Et après, vous appliquerez une séquence par mois pendant 1 an. Et dans 1 an, parce que le plus important, c'est pas de comprendre, c'est d'intégrer. Mais on met beaucoup plus longtemps à devenir ce qu'on a appris qu'à apprendre ce qu'on ne sait pas.
Ça va? Non, pour vous aider, il y a aussi cet outil-là. Donc elle, c'est une coach professionnelle. D'accord? Elle est coach de manager. Elle s'occupe des patrons de la Poste, de la Redoute. Là, elle est balèze. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a travaillé sur le livre et elle a fait ce qu'on appelle le séquençage. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé une falaise et elle a proposé un escalier, qui est quand même moins dur à monter. Ouais. Et là, vous lisez, quand vous avez lu le chapitre, elle pose des questions, vous répondez. La réponse que vous donnez, elle vous permet de savoir si vous avez compris ce qui a marqué. Et deuxièmement, elle vous permet d'intégrer la résonance du cours chez vous, du livre. Ça va? Et vous avancez. Donc c'est vrai que c'est 20 €. Bon. Mais ça correspond, d'après les psychologues, à... Il y a une psychologue à Strasbourg qui s'en sert pour faire des ateliers. À 80 € la personne, par heure. D'accord? Donc elle a fait un bénéfice. Bon. Donc là, il est là. Et le troisième. Bon. Et j'en ai pas amené beaucoup parce que je ne savais pas l'orientation du cours. Si vous n'avez pas l'occasion de faire 17 ans de Kollel et que vous n'avez pas l'occasion d'étudier la Hashkafa en profondeur et la Kabbalah vulgarisée, sur les différents noms divins comparés, sur la notion du temps, sur la notion de Mida Keneged Mida, sur la notion du Mazal, d'accord? Donc c'est un livre très 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 riche. Même Rav Eman, il a dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris qu'est-ce que Yahya il a écrit dans son bouquin. Voilà, ils sont là à votre disposition. Vous pouvez même payer par Revolut. Si vous avez des baskets, vous pouvez partir en courant. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée. J'espère que c'était pareil pour vous. Et comme j'ai oublié de le dire, donc le cours est dédié Leilou Nishmata de ma femme Nathalie Kamra Batsaada. Il faut dire Amen chez les Juifs, c'est comme ça. Bon, ça va venir après la conversion, ça va aller. Et aussi pour pour Fortune Messaouda Bat Khnini. Et bien sûr pour les 6 personnes qui ont été assassinées avant-hier ou hier. Hier. Pour les 25 qui ont été blessés, parce que c'est des blessures graves. Et bien sûr pour tous les gens qui ont été assassinés le 7 octobre, pour tous les 1000 soldats qui sont partis pour que nous puissions continuer à aller manger les falafels à Netanya. Aussi pour la réfoua shelema de tous les blessés, la réfoua psychique aussi de tous les traumatisés, pour la nechama, la consolation de tous les endeuillés, pour, si Dieu veut, la victoire et la sauvegarde de tous les soldats et la libération de tous les otages. Voilà, et merci à Regesh pour cette belle soirée.